Il y a très longtemps, avant les villes, avant l'écriture, avant même les mots pour le dire, quelqu'un un soir s'est arrêté. Il a levé la tête, et il a vu pour la première fois peut-être qu'il y avait là, au-dessus de lui, autre chose. Quelque chose de très grand, de très ancien, de très silencieux. Les étoiles. Nous ne saurons jamais qui c'était, ni son nom, ni son visage, ni ce qu'il a ressenti. Mais nous savons une chose, il s'est posé ce soir-là la question la plus ancienne de l'humanité, la question qui n'a jamais cessé de nous habiter. Pourquoi ? Pourquoi le monde est-il comme il est ? La physique, c'est cette question, étirée sur 30 000 ans, posée par des bergers, des prêtres, des esclaves, des reines et des moines, des fous et des génies. Et à chaque fois qu'un être humain s'est arrêté pour la poser sérieusement, quelque chose a bougé, une porte s'est ouverte, le monde, un peu, est devenu pensable. Ce n'est pas l'histoire d'une science, c'est l'histoire d'une espèce qui apprend à comprendre, avec des erreurs énormes, des intuitions de génie, des siècles d'oubli et des éclairs de lucidité. C'est notre histoire, et elle commence il y a très très longtemps. Bien avant qu'on écrive le mot physique, des hommes et des femmes partout sur Terre regardaient. Ils ont remarqué que le soleil ne se lève pas toujours au même endroit, que la lune change de visage selon un cycle précis, que certaines étoiles reviennent fidèles à leur même place au même moment chaque année. Ils ont compris que le ciel est un horloger. Et avec cette horloge, ils ont commencé à construire des calendriers de pierre, des temples alignés sur le solstice, des champs semés au bon moment. Toute la civilisation agricole, ses premières villes, ses premiers royaumes, reposent sur cette observation patiente du ciel. Sans astronomie, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas de civilisation. La physique commence là, avant les équations, avant même l'idée d'équation. Elle commence avec un berger qui se dit « Tiens, cette étoile hier n'était pas exactement à cet endroit ». À Babylone, il y a 4000 ans, les prêtres astronomes notent les positions des planètes sur des tablettes d'argile, année après année, génération après génération. Ils ne savent pas pourquoi les planètes bougent, ils croient que ce sont des dieux. Mais ils savent prédire leurs mouvements, avec une précision stupéfiante. Et tout ça sans télescope, sans équation, avec leurs yeux, leur patience et leur foi qu'il y a derrière le désordre apparent une régularité cachée. En Égypte, au même moment, les arpenteurs mesurent la terre après chaque crue du Nil. Ils inventent une géométrie pratique, avec des cordes nouées à intervalles réguliers, la fameuse corde à 12 nœuds, qui permet de tracer un angle droit parfait. 3 nœuds, 4 nœuds et 5 nœuds forment un triangle rectangle. Et puis sur les côtes de la Grèce, au VIe siècle avant notre ère, quelque chose change. Quelqu'un fait un pas que personne, semble-t-il, n'avait osé avant. Un homme, nommé Thalès, à Milet, regarde le monde et décide. Non, ce ne sont pas les dieux qui font tomber la pluie, il doit y avoir une raison naturelle. Pour la première fois, un humain essaie d'expliquer le monde sans faire appel au surnaturel. Vous le connaissez, tout le monde le connaît. Pythagore, l'homme du triangle rectangle, l'homme du A carré plus B carré égale C carré. Mais Pythagore, ce n'est pas qu'un théorème, c'est une intuition vertigineuse, peut-être la plus folle de toute l'Antiquité. Il s'aperçoit, en jouant de la lyre, que les notes qui sonnent bien ensemble correspondent à des longueurs de cordes dans des rapports simples. Une corde, puis la moitié de cette corde, c'est l'octave. Les 2/3, c'est la quinte. 3/4, c'est la quarte. La beauté musicale obéit à des nombres. Et Pythagore, fasciné, fait le saut. Si la musique obéit au nombre, peut-être que tout obéit au nombre. Peut-être que l'univers, dans sa structure la plus profonde, est mathématique. On en sourit aujourd'hui, mais cette idée, l'univers est mathématique, est en train de changer le monde. Un siècle plus tard, un autre grec, Démocrite, pousse un raisonnement encore plus fou. Prenez un morceau de pain, coupez-le en deux, reprenez l'un des morceaux, coupez-le en deux, recommencez encore et encore. À un moment, dit Démocrite, vous arriverez à un grain si petit qu'on ne pourra plus le couper. Un grain ultime, insécable. Il l'appelle en grec atomos, l'atome. Et puis il y a Aristote. Aristote, c'est l'inverse de Démocrite. C'est l'homme du bon sens, de l'observation patiente. Il construit un système total. Une physique, une métaphysique, une biologie, une morale, qui va dominer la pensée occidentale pendant 2000 ans. Sa physique est belle, elle est intuitive, elle ressemble à ce qu'on voit. Pour Aristote, chaque chose a sa place naturelle. La pierre tombe parce que sa place est en bas. Le feu monte parce que sa place est en haut. Les corps célestes tournent éternellement parce qu'ils sont faits d'une 5e substance, l'éther, parfaite et immuable. Elle est belle cette physique, mais elle est fausse, presque entièrement fausse.
Pendant ce temps, à Alexandrie, un autre grec fait quelque chose de spectaculaire. Ératosthène apprend qu'à Syène, en Haute-Égypte, à midi, le jour du solstice d'été, le soleil éclaire directement le fond d'un puits. Il est parfaitement à la verticale. Au même moment, à Alexandrie, à 700 km plus au nord, un bâton planté dans le sol projette une petite ombre. Il en mesure l'angle, 7 degrés. Et avec ces deux mesures, une ombre et une distance, il calcule la circonférence de la Terre. Sans satellite, sans voyage, sans rien d'autre que de la géométrie, un bâton et son esprit. Il trouve environ 40 000 km. C'est à 1 ou 200 près la valeur exacte. Et à la même époque, il y a Archimède de Syracuse, peut-être le plus grand génie scientifique de toute l'Antiquité. L'homme qui calcule le volume des sphères, l'homme qui invente la vis pour remonter l'eau, l'homme qui défend sa cité contre les Romains avec des miroirs ardents et des grues mécaniques. Selon la légende, le roi lui demande de vérifier si sa couronne est en or pur, sans l'abîmer. Archimède réfléchit, il prend son bain, l'eau déborde, il a son idée. Il jaillit nu dans la rue en criant « Eureka, j'ai trouvé !» Il a découvert le principe d'Archimède. Un corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale égale au poids du fluide déplacé. En 212 avant notre ère, un soldat romain le tue, par hasard, lors du sac de Syracuse. Selon la légende, ses dernières paroles auraient été « Ne dérange pas mes cercles ». Le monde mettra plus de 1500 ans à retrouver le fil. L'Empire romain s'effondre. L'Occident s'enfonce dans une longue nuit où pendant plus de 1000 ans, presque rien de nouveau ne s'invente en science. Les copistes recopient mécaniquement les textes anciens, sans toujours les comprendre. Les bibliothèques brûlent, les noms se perdent. Mais la flamme, elle, ne s'éteint pas. Elle se déplace. Elle passe en Orient. À Bagdad, à Damas, au Caire, à Cordoue, pendant que l'Europe oublie, le monde arabo-musulman se souvient et invente. Au IXe siècle, à Bagdad, le calife Al-Mamoun fonde la Maison de la Sagesse. On y traduit méthodiquement tout ce qui a été écrit en grec, en sanskrit, en persan, en syriaque. On y rassemble des œuvres d'Euclide, d'Aristote, de Ptolémée, d'Archimède. On les commente, on les corrige, on les dépasse. Là travaille un homme nommé Al-Khwarizmi, mathématicien persan. Il écrit un livre dont le titre, en arabe, contient le mot « al-jabr », la réunion. De ce mot, nous avons fait « algèbre ». Les chiffres dits arabes, d'ailleurs, viennent de l'Inde et nous arrivent par lui. Mais le plus grand physicien de cette période, c'est peut-être un arabe d'Irak, né à Bassora, vers l'an 1000. Il s'appelle Ibn al-Haytham. En Occident, on le connaît sous son nom latinisé, Halezen. Il fait quelque chose de révolutionnaire. Il décide de ne pas se contenter de réfléchir comme les Grecs. Il décide d'expérimenter, méthodiquement, avec des miroirs, des lentilles, des chambres noires. Et il découvre une chose simple, mais fondamentale. La vision ne vient pas de l'œil qui projette quelque chose vers le monde, comme le croyaient les anciens. La vision vient de la lumière qui rebondit sur les objets et entre dans l'œil. La lumière voyage en ligne droite, elle se réfléchit, elle se réfracte. L'âge d'or arabo-musulman, c'est cela, la torche maintenue allumée pendant que l'Occident s'endort. Sans ces siècles, la science moderne n'existerait probablement pas. Mais l'Occident, lentement, se réveille. À partir du 7e siècle, on traduit. D'abord de l'arabe vers le latin, puis plus tard du grec retrouvé. Les universités s'ouvrent, les manuscrits circulent, quelque chose, doucement, se prépare. Et puis, en 1453, deux événements changent tout. Les Turcs prennent Constantinople, et les savants byzantins, fuyant l'Empire qui s'effondre, débarquent en Italie avec leurs manuscrits sous le bras. Et en Allemagne, un certain Gutenberg perfectionne l'imprimerie. Soudain, les livres ne sont plus copiés un par un, à la main, en quelques exemplaires précieux. Ils sont reproduits par milliers. Les idées circulent à une vitesse incroyable. Un étudiant à Cracovie peut lire l'année même de sa parution ce qu'un professeur a écrit à Florence. L'Europe est prête à exploser. Il est chanoine, il est polonais, il s'appelle Nicolas Copernic, et il a une idée qui va déplacer le centre du monde. Depuis Aristote, depuis Ptolémée, depuis 1500 ans, la Terre est au centre de l'univers, immobile, stable, le ciel tourne autour d'elle, et c'est ainsi que tout fonctionne, depuis toujours. Mais Copernic, en observant les positions des planètes, remarque que tout serait plus simple, beaucoup plus simple, si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, pas le Soleil autour de la Terre, l'inverse. C'est une idée folle. Elle déloge l'humanité du centre. Elle fait de notre planète une simple boule parmi d'autres, en orbite autour d'un astre quelconque. Elle vide le ciel de sa hiérarchie.
60 ans plus tard, à Padoue, un Italien nommé Galileo Galilei entend parler d'un nouvel instrument hollandais, une lunette qui rapproche les objets lointains. Il en construit une, la perfectionne, la pointe vers le ciel. Et c'est l'effondrement. La Lune qu'Aristote croyait parfaite et lisse est criblée de montagnes et de cratères. Le Soleil qu'on croyait immaculé a des taches sombres qui se déplacent. Jupiter a 4 lunes qui tournent autour d'elle. Donc tout ne tourne pas autour de la Terre. En quelques mois, Galilée détruit pièce après pièce 2000 ans de cosmologie aristotélicienne. Mais l'Église, à Rome, ne l'entend pas de cette oreille. Galilée est convoqué devant l'Inquisition. On le force à abjurer, à reconnaître publiquement que la Terre, après tout, ne bouge pas. Il a 69 ans, il a peur, il signe. Et selon la légende, il aurait murmuré en se relevant, et pourtant, elle tourne. Pendant que Galilée se bat à Rome, un Allemand calcule à Prague. Il s'appelle Kepler. Il a hérité à la mort de son maître des données astronomiques les plus précises de son temps. 20 ans d'observation de la planète Mars recueillies à l'œil nu avec une précision incroyable. Il veut faire entrer ces données dans des orbites circulaires, comme Copernic. Mais ça ne marche pas, les données résistent, elles refusent le cercle. Alors, après des années de lutte, Kepler accepte ce que les chiffres lui disent. Les planètes ne suivent pas des cercles, elles suivent des ellipses. Et il en tire 3 lois. Les 3 lois de Kepler, qui décrivent avec une précision quasi parfaite le mouvement de toutes les planètes du système solaire. Et puis, en 1666, l'Angleterre. La peste fait rage à Londres, les universités ferment. Un jeune étudiant de Cambridge, 23 ans, rentre dans la ferme de sa mère, à la campagne. Il s'appelle Isaac Newton. Pendant 1 an et demi de confinement, il va inventer presque toute la physique moderne, le calcul différentiel, la théorie des couleurs et surtout la loi qui va lier le ciel et la terre. Newton, vieux, l'a raconté à un ami. Il aurait vu une pomme tomber et il se serait demandé pourquoi la pomme tombe-t-elle et pourquoi la lune, elle, ne tombe pas. Et la réponse, vertigineuse qui change tout, c'est que la lune tombe. Elle tombe en permanence, mais elle a aussi une vitesse latérale qui fait qu'elle rate la Terre à chaque instant. Elle tombe à côté, elle tombe en orbite. Une seule loi, une seule équation, gouverne le ciel et la Terre. C'est la première grande unification de la physique. Avant Newton, on croyait que le monde terrestre et le monde céleste obéissaient à des règles différentes. Après lui, c'est fini. Tout obéit à la même loi. Le XVIIIe siècle s'ouvre sur un monde nouveau. Newton est mort en 1727. Sa physique règne, mais elle est pour l'instant surtout théorique. Une affaire d'astronomes et de mathématiciens. Tout change quand un Écossais nommé James Watt, vers 1769, perfectionne la machine à vapeur. Soudain, la physique entre dans le réel. Elle fait tourner des pompes, des moulins, des trains, des usines. La révolution industrielle commence. Et avec elle, une question pratique, brûlante. Comment la chaleur peut-elle produire du mouvement ? Et combien de mouvements peut-on extraire d'une certaine quantité de chaleur ? Ce sont des questions d'ingénieurs, mais en y répondant, on va découvrir une des plus grandes lois de toute la physique. En 1824, un jeune ingénieur français, Sadi Carnot, publie un petit livre intitulé « Réflexions sur la puissance motrice du feu ». Il a 28 ans. Il y pose, avec une clarté géniale, les bases de ce qu'on appellera la thermodynamique. Carnot comprend que la chaleur passe spontanément du chaud vers le froid, jamais l'inverse. C'est une asymétrie fondamentale du monde, et il démontre qu'aucune machine ne peut transformer entièrement la chaleur en mouvement. Toujours une partie est perdue. Cette idée, cette limite, deviendra plus tard la deuxième loi de la thermodynamique et la notion d'entropie. Pendant que la thermodynamique se construit, une autre révolution gronde, sur un terrain entièrement nouveau, l'électricité. On la connaissait depuis l'Antiquité, l'ambre frotté qui attire des brindilles, l'éclair qui frappe les arbres, mais on ne savait rien d'elle. Jusqu'au jour où, à la fin du XVIIIe siècle, un Italien nommé Alessandro Volta invente la pile. Pour la première fois, on peut produire un courant électrique continu. On peut le manipuler et l'étudier. Et soudain, dans tous les laboratoires d'Europe, les expériences se multiplient. À Copenhague, Hans Christian Ørsted pose par hasard une boussole près d'un fil parcouru par un courant. Et l'aiguille bouge. Le courant électrique crée un champ magnétique. L'électricité et le magnétisme, qu'on croyait séparés, sont liés. James Clerk Maxwell. Il est écossais. En 1865, il publie un article qui restera dans l'histoire des sciences comme l'une des plus belles synthèses jamais réalisées. Il y présente 4 équations, qui contiennent à elles seules toute l'électricité, tout le magnétisme. Et en jouant avec ces équations, en les manipulant, Maxwell s'aperçoit d'une chose stupéfiante. Elles prédisent l'existence d'ondes. Des ondes faites d'un champ électrique et d'un champ magnétique.
Et quand il calcule la vitesse de ces ondes prédites, il trouve une valeur. Il prend cette valeur, il la compare à la vitesse de la lumière qu'on a mesurée par d'autres moyens. C'est exactement la même. Maxwell comprend à cet instant que la lumière n'est pas un mystère séparé. La lumière est une onde électromagnétique, une vibration de champs électriques et magnétiques qui voyage à travers l'espace. L'électricité, le magnétisme et la lumière ne sont en réalité qu'un seul phénomène. C'est la deuxième grande unification de la physique, après celle de Newton, et elle est encore plus stupéfiante. À la fin du XIXe siècle, la physique semble parfaitement achevée. Newton tient la mécanique, Maxwell tient l'électromagnétisme, la thermodynamique tient la chaleur. On a un édifice grandiose qui décrit, semble-t-il, tout ce qui peut être décrit. Lord Kelvin, l'un des plus grands physiciens britanniques, dit en 1900 dans un discours célèbre « Il n'y a plus rien de nouveau à découvrir en physique. Tout ce qu'il reste à faire, ce sont des mesures de plus en plus précises. » Il ajoute presque en passant « Cependant, 2 petits nuages obscurcissent encore l'horizon. » Il ne le sait pas, mais ces 2 petits nuages vont, en moins de 30 ans, faire exploser tout l'édifice. Et de cette explosion vont naître les 2 plus grandes révolutions scientifiques du XXe siècle. Le premier petit nuage de Kelvin, c'est la catastrophe ultraviolette. Quand on chauffe un four, il émet de la lumière. Sauf que les équations classiques de Maxwell, appliquées à ce problème, prédisent quelque chose d'absurde. Un four chaud devrait émettre une quantité infinie d'énergie dans l'ultraviolet. En 1900, à Berlin, Max Planck propose une solution. Une solution qu'il appelle lui-même un acte de désespoir. Et si l'énergie, dit-il, ne pouvait pas être émise en quantité continue, mais seulement par petits paquets discrets, des grains d'énergie, des quantas. Avec cette hypothèse qu'il pense être un simple artifice mathématique, les équations se mettent à coller parfaitement. Planck ne se rend pas immédiatement compte. Il croit avoir trouvé un truc de calcul, une commodité. Il pense que la nature, au fond, reste continue et qu'on lui pardonnera ce petit détour. Mais il vient sur le savoir d'ouvrir une porte, et derrière cette porte, c'est tout un autre monde. 5 ans plus tard, en 1905, un jeune homme de 26 ans, employé subalterne au bureau des brevets de Berne, va publier 4 articles en une seule année. Chacun, à lui seul, mériterait un prix Nobel. Il s'appelle Albert Einstein. Dans le premier article, il prend l'hypothèse de Planck au sérieux. Il affirme que la lumière, vraiment, est composée de grains. Des grains qu'on appellera plus tard des photons. Et avec cette hypothèse, il explique l'effet photoélectrique, pourquoi la lumière peut arracher des électrons à un métal. C'est cet article-là, et pas la relativité, qui lui vaudra son prix Nobel. Dans le deuxième article, il démontre, à partir du mouvement chaotique des grains de pollen dans l'eau, le mouvement brownien, que les atomes existent vraiment. La conjecture de Démocrite, 24 siècles plus tard, devient un fait. Dans le troisième article, il établit la relativité restreinte. Il part d'un fait expérimental troublant. La vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, qu'ils se déplacent ou non. Et il en tire avec une logique implacable que le temps lui-même n'est pas absolu. Le temps s'écoule différemment selon que vous bougez ou non. Dans le quatrième article, il pose E égale mc2. La masse et l'énergie sont la même chose. La matière est de l'énergie figée. Et si on peut la libérer, l'énergie produite est colossale. Einstein vient de poser les fondations de la physique moderne. Pendant ce temps, à Copenhague, un Danois nommé Niels Bohr s'attaque au plus grand mystère de la matière, la structure de l'atome. On sait qu'il y a un noyau au centre, avec des électrons autour. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ces électrons ne s'écrasent pas sur le noyau. Selon les lois classiques, ils devraient rayonner, perdre leur énergie, tomber. Bohr propose en 1913 une idée révolutionnaire. Et si les électrons ne pouvaient se trouver que sur des orbites quantifiées ? Des orbites bien précises, séparées les unes des autres, comme les marches d'un escalier. L'électron ne peut être que sur l'une de ces marches. Il peut sauter de l'une à l'autre, en absorbant ou en émettant un grain de lumière, un photon. Et puis, entre 1925 et 1927, en 2 ans à peine, tout se précipite. Werner Heisenberg, 23 ans, écrit la première version mathématique de la mécanique quantique. Paul Dirac écrit une équation qui unifie la mécanique quantique et la relativité restreinte, et qui prédit, par pur calcul, l'existence de l'antimatière. Le monde quantique se révèle, et il est étrange. À cette échelle, les particules n'ont pas de position précise tant qu'on ne les regarde pas. Elles existent dans un nuage de possibilités. Aujourd'hui encore, les prédictions de la mécanique quantique sont parfaites. Aucune expérience, en un siècle, ne les a contredites. Pendant que la mécanique quantique se construit, Einstein, lui, est ailleurs. En 1915, après 10 ans de calcul, il publie sa théorie la plus ambitieuse, la relativité générale.
La gravité, dit Einstein, n'est pas une force au sens où Newton l'entendait. C'est la courbure de l'espace-temps lui-même. C'est ce qui se passe avec le Soleil et la Terre. Le Soleil ne tire pas la Terre, il déforme l'espace-temps autour de lui. Et la Terre, dans cet espace courbé, suit le chemin le plus droit possible, qui, vu d'en haut, est une orbite. Plus tard, beaucoup plus tard, on confirmera tout. Le ralentissement du temps en altitude, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, détectées en 2015, un siècle exactement après leur prédiction. La relativité générale n'a jamais été prise en défaut, pas une seule fois. C'est, avec la mécanique quantique, l'une des théories les plus précises jamais construites. Mais, et c'est l'un des grands paradoxes de la physique moderne, les deux théories sont incompatibles. Quand on essaie de les marier pour décrire quelque chose qui serait à la fois très petit et très massif, comme l'intérieur d'un trou noir ou l'instant zéro du Big Bang, les équations explosent, les nombres deviennent infinis, tout s'effondre. En 1932, James Chadwick découvre le neutron. Le noyau, on le comprend enfin, est fait de protons et de neutrons collés ensemble par une force nouvelle, inconnue jusqu'alors, la force nucléaire forte. C'est elle qui tient le noyau, qui empêche les protons, tous chargés positivement et qui devraient donc se repousser, d'éclater. Et on comprend autre chose. Si on arrive à briser cette force, à scinder un noyau lourd en deux noyaux plus légers, alors l'énergie libérée, selon E égale mc2, est absolument colossale. L'idée est belle sur le papier. Elle est terrible dans l'histoire. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, à 5h29 du matin, le premier engin nucléaire de l'histoire est testé. Le ciel se déchire, le sable sur des centaines de mètres se vitrifie. L'éclair est visible à des centaines de kilomètres. 3 semaines plus tard, Hiroshima, puis Nagasaki, plus de 100 000 morts en un éclair. Mais pendant ces décennies sombres, ailleurs, la physique continue son travail le plus pur. En 1929, à l'observatoire du mont Wilson en Californie, un astronome nommé Edwin Hubble fait une découverte stupéfiante. En analysant la lumière des galaxies lointaines, il constate que toutes sans exception, s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. L'univers est en expansion. Si l'univers grandit aujourd'hui, c'est qu'il était hier plus petit. Et il y a très très longtemps, il devait être incroyablement concentré, incroyablement chaud, incroyablement dense. L'univers a eu un commencement, une explosion originelle. La preuve définitive arrive en 1964. 2 ingénieurs américains essaient d'utiliser une antenne très sensible pour des communications radio. Ils sont gênés par un bruit de fond persistant. Ils ne le savent pas, mais ce bruit est, sans doute, le son le plus ancien qu'on puisse entendre dans l'univers. On l'appelle le fond diffus cosmologique. C'est la plus vieille photographie qui existe. Pendant que les astronomes scrutent le ciel, les physiciens des particules, eux, construisent des machines de plus en plus grandes pour casser la matière. Et plus ils cassent, plus ils trouvent. Des particules en pagaille, le muon, le pion, le kaon, le neutrino. Toute une faune subatomique qu'on appellera à juste titre le zoo des particules. Vers la fin des années 70, l'édifice est presque achevé. On l'appellera le modèle standard de la physique des particules. 17 particules fondamentales, 3 forces. La gravité, hélas, refuse toujours d'y rentrer. Un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre inachevé. En 2015, le détecteur LIGO capte pour la première fois une onde gravitationnelle. 2 trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière ont fusionné. Tout cela est magnifique. Mais d'un autre côté, nous avons aussi découvert que nous ne comprenons presque rien. Dès les années 1970, une astrophysicienne américaine, Vera Rubin, étudie la rotation des galaxies spirales. Et elle découvre quelque chose qui ne colle pas. Comme si chaque galaxie était 5 à 10 fois plus massive que ce qu'on peut voir. Quelque chose est là, quelque chose de massif mais invisible. On l'appelle la matière noire. Elle représente environ 27% de tout ce qui existe dans l'univers. On n'a aucune idée de ce qu'elle est. Et en 1998, un deuxième choc. 2 équipes indépendantes observent des supernovas lointaines. Ils découvrent que l'expansion de l'univers, contrairement à toute attente, ne ralentit pas. Elle s'accélère. Quelque chose pousse l'univers à s'étirer toujours plus vite. On l'appelle l'énergie noire. Elle représente environ 68% du contenu total du cosmos. La matière ordinaire, tout ce que vous voyez, représente 5% de l'univers. Tout le reste, nous ne savons pas ce que c'est. Et il y a plus. Nos 2 meilleures théories, la mécanique quantique et la relativité générale, fonctionnent magistralement, chacune dans leur domaine. Mais elles refusent de s'entendre. Il manque une théorie qui contiendrait les deux, qui les réconcilierait. Qu'on appelle, faute de mieux, une théorie du tout. Plusieurs pistes sont explorées depuis 50 ans.
La théorie des cordes, qui imagine que les particules élémentaires ne sont pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Aucune à ce jour n'a fait de prédiction testable, aucune n'est confirmée. Nous recherchons toujours. Arrêtons-nous un instant. Faisons le compte. Combien d'humains pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sachions ce que nous savons? Nous sommes le dernier maillon, mais pas le dernier maillon tout court. Parce que demain, dans une classe d'école, dans un laboratoire, peut-être dans votre tête à ce moment même, une question nouvelle va se poser. Une intuition va surgir, une porte va s'entrouvrir, et quelqu'un, peut-être, fera un nouveau pas. La physique n'est pas un savoir achevé, c'est un feu qu'on se passe génération après génération. Et tant qu'il y aura quelqu'un quelque part pour lever les yeux vers le ciel et se demander pourquoi, alors cette odyssée commencée il y a 30 000 ans continuera. Elle continuera grâce à vous.